Et nous, on commence. On va débriefer cette émission qui a duré 2h43 minutes. C'est long. C'est long. Oui, ouais. Pour un candidat. Déjà, à voir nous, c'est long. Alors, lui, et beaucoup de sujets. Hein. Ouais. J'en cite. On ne s'est pas ennuyé, mais beaucoup de sujets hyper denses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a démarré sur Covid, les migrants, la Guadeloupe. On a eu le droit à des sujets comme pouvoir d'achat, hausse des prix, logement, fiscalité, emploi. Tout y est passé, y compris des questions internationales, ce qui est assez rare pour être souligné. Je vais commencer par une question. C'est Jean-Luc a dit nous assumons la rupture. Moi, c'est une phrase qui m'a marquée. Julie, dans le débat, c'est quelque chose qui est sorti assez vite. Qu'est-ce que tu as pensé des mots? À un moment donné, ils lui disent d'ailleurs, vous parlez souvent de tordre le bras. C'est-à-dire, on a des mots forts quand même dans cette émission. C'est ce qui plaît aussi, et c'est ce qui est revenu sur Twitter beaucoup avec le hashtag face à BFM. Ce qui revenait, c'était cohérent, précis, humain, espoir, avenir, masterclass, et aussi rupture. Et c'était le vocabulaire justement qui a été employé, qui plaît aux gens, parce qu'on en a un peu assez de la confusion, et lui au moins il apporte une ligne claire. Et c'est possible de suivre sa ligne. Et toi Manu, tu dirais que cette émission-là de 2h43 minutes, elle s'est passée comme on aimerait que toutes les émissions politiques se passent? Ouais, bien sûr, parce que bien sûr qu'il y avait il n'y avait pas que des sujets agréables. Il y avait la partie avec Apolline de Malherbe qui était sur les thématiques dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée. Donc c'est agaçant. Mais néanmoins, la vérité, c'est qu'on a quand même pu parler du fond, du programme, de ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, pas de tout. Mais on a eu le temps d'avoir du détail. Et moi, je trouve qu'il n'y avait quand même pas le sentiment en face d'avoir des journalistes qui étaient là pour te piéger, t'amener sur les histoires politiciennes. Bien sûr qu'il y a eu un peu de politique politicienne à la fin, sur Jadot, gna gna gna. Mais la vérité, c'est qu'on a quand même eu un Jean-Luc Mélenchon qui a eu le temps de présenter du contenu, du fond. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des séquences qui sont vraiment des séquences excellentes. Y compris parce que j'ai vu sur Twitter, moi aussi, que sur la partie avec Apolline de Malherbe, ça a pu énerver des gens, mais y compris sur cette partie-là, franchement. On va en reparler. Il a répondu avec une clarté. On va y revenir. Mais avant, je voudrais te lancer, Daniel, et je vais lancer le premier sujet. Ensuite, Maxime, tu m'aideras à lancer les suivants. Ouais, peut-être qu'on peut juste dire aux gens qui peuvent poser des questions Voilà. dans le chat qu'on va relayer tout au long de la soirée. Et il y en a juste quelqu'un qui demande pourquoi Jean-Luc n'a pas dit qu'il s'est allé sur Twitch après. Ouais, je pense que ça doit être. Je te laisse lancer le thème et puis je prendrai quelques questions sur moi. Oui, donc comme on est là sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, le temps qu'il traverse tout Paris, etc., je pense qu'il aura le temps de nous rejoindre ici. Moi, je vais te lancer, Daniel, sur la première question, qui est celle de la loi d'urgence sociale. Une phrase que dit le Chypre, donc le journaliste chargé de l'économie, qui s'occupe des questions économiques, il dit, et c'est un aveu presque, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc c'est la question économique qui concerne la vie de tous les jours. Jean-Luc propose, et nous proposons avec lui, une loi d'urgence sociale. Sur cette question-là, je veux te lancer sur c'est vraiment une interrogation. Jean-Luc n'y a pas répondu précisément. Donc je pointe ce sujet-là parce qu'il est délicat. C'est à combien est-on riche? On nous dit, mais à combien est-ce qu'on est riche? Et toi, tu as une formation philosophique qui te permet de dire quand même... moi, j'ai toujours entendu dire, la richesse, c'est l'accumulation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais... Comment tu définirais, toi, la richesse? Là, on part direct sur... Merci. Les journalistes. Non, mais après, la question, c'est... on peut le prendre de l'autre bout. La question, c'est à combien on définit, par exemple, être pauvre? Alors, voilà. Ouais. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté, c'est 900 euros. Un peu moins de 1000 euros. Voilà, moins de 1000 euros. Donc on sait qu'à ce niveau-là, comment c'est défini en termes de revenus économiques, c'est que voilà, les gens, ils vivent avec ça et ils n'arrivent pas à vivre décemment. Et on pourrait dire que, donc, au-delà de ça, on serait riche. On pourrait mettre la barrière. Donc, si les pauvres, c'est à partir de 900, et tout le monde se rend bien compte. Attendez, il faut bien préciser, c'est 1000 euros pour une personne Moins de seule. 1000 euros, voilà. Donc, pour un couple, le seuil de pauvreté est pas du double, mais il est un peu plus élevé. Il doit être, mais du coup, on voit bien que dire qu'au-delà, on n'est pas riche. Donc, en fait, le curseur, il peut pas se porter en genre, on est riche à partir du... Donc, la question, c'est, pour nous, la manière dont on le pose, c'est quels sont les besoins élémentaires, essentiels, en fait, des gens auxquels on peut collectivement répondre. Et que, surtout, et Jean-Luc, enfin...
je pense que on ne va pas répondre à partir de, par exemple, du salaire médian. On ne va pas faire François Hollande, voilà, c'est à 4 000 euros. Voilà, à 4 000 euros, ça n'a pas de sens. La question, c'est qu'est-ce qui permet à la majorité aujourd'hui, à l'ensemble de la population, de vivre décemment? Et est-ce qu'on peut se permettre que la majorité de la population vive décemment? Et nous, on dit oui. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas à toutes les époques de l'existence humaine parce qu'on n'avait pas les ressources suffisantes, on n'avait pas, etc. Aujourd'hui, nous avons les moyens en France, mais pour même plus largement, pour tout le monde. Même sur l'ensemble de la planète, on a les moyens de faire. Et puis après, à un moment donné, on peut aussi philosophiquement, mais même politiquement, considérer qu'à partir d'un certain niveau d'accumulation, d'un côté, quand d'autres ont quasiment rien, en fait, à un moment donné, on dit, en fait, on stoppe ça. C'est-à-dire qu'on ne permet pas l'accumulation, parce que c'est toujours ça. C'est-à-dire que plus ça accumule d'un côté, et moins ça a de l'autre. Mais là, je veux venir à une proposition du programme. Donc, c'est l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net, d'accord? Mais vous vous rappelez qu'on avait défendu aussi un plafonnement des salaires, une échelle de 1 à 20 dans l'entreprise. C'est-à-dire, si le patron, enfin la personne la mieux payée de l'entreprise, c'est pas forcément le patron, parfois ça peut être une autre personne, mais la personne la mieux payée de l'entreprise augmente son salaire, elle doit le faire dans un cadre de 1 à 20 avec le salaire le plus faible qui doit être dans notre programme à 1 400 euros net. Moi, je voulais réagir à une chose qu'a dite... alors, c'était le Chypre. Alors, toi, tu as révélé ça sur Twitter. Je ne sais pas si on a le tweet. Je ne te l'ai peut-être pas passé, Maxime. Tu sais, c'est le tweet du petit entrepreneur. Ah, oui. Ça, c'est le classique, ça. Alors, le petit entrepreneur, finalement, c'est qui? C'est un classique, mais ça, on le connaît. C'est à chaque fois, vous savez, c'est la personnalité neutre, désintéressée... à qui, quand Emmanuel Le Chypre est plus capable de défendre son point de vue, il dit « Attendez, on ne va pas demander à moi, on va demander à quelqu'un de neutre et d'extérieur. » Bon, en fait, on a cherché, les copains qui regardaient ça, on cherché sur Twitter, se sont rendus compte qu'il était candidat d'une alliance droite-centre aux élections départementales. Je crois que c'est dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc, bon, voilà, mais ça, ils nous le font à chaque fois. Donc, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a envie de leur dire, franchement, cherchez un peu mieux, quoi. Il suffisait de taper sur Internet. Ils ne pas dans la tête. Je crois qu'ils ont affiché avec des inscrits. Mais alors, sur l'augmentation du SMIC, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une petite agence de communication, et il se trouve que j'applique dans l'agence de communication le salaire minimal à 1 400 euros net. Donc, la personne chez moi qui a le salaire d'entrée, c'est une personne qui, pour le coup, est jeune, n'a pas forcément tous les diplômes, etc. Donc, c'est 1 400 euros net, salaire minimum. Et je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai regardé la fiche de paye tout à l'heure de cette personne. Je ne sais pas quelle est la caméra qui me prend là-bas. Donc, cette personne, sur sa fiche de paye, elle a 1 400 euros net. Elle paye, cette personne-là, 400 euros de cotisation sociale. C'est-à-dire son brut est de 1 800 et quelques euros. Elle verse 400 euros de cotisation sociale, ce sont ses droits au chômage, à la maladie, au congé payé, etc. Et il lui reste 1 400 euros net. Moi, l'employeur, et je l'ai découvert là en regardant la fiche de paie, je n'avais jamais fait attention, moi, l'employeur, je paye 290 euros de ce que les patrons appellent les charges sociales. 290 euros, donc moins que le salarié qui lui paye 400. Et j'ai 500 euros d'allègement de l'État. C'est-à-dire que l'État... sur un salaire comme ça, me donne 500 euros à moi, l'employeur, et il ne donne rien aux salariés. C'est quand même un monde incroyable. C'est-à-dire c'est une donnée qui est essentielle. C'est-à-dire que la droite, et pas que la droite, Hollande l'a fait aussi, ont passé leur temps à faire ce qu'on appelle des allègements de charges. Mais pas sur la partie salariale. C'est-à-dire c'est le patron qui qui récupère de l'argent à la fin là-dessus sur les salaires. Donc pour vous dire... Pourquoi je dis ça? Parce que je dis que finalement, 1 400 euros net, ce n'est pas une fortune pour le salarié, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui, comme ils le disent, va plomber l'économie de l'entreprise. Ce n'est pas vrai. Et Sophia, si tu permets, ce qu'on peut rajouter quand même, que Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu le temps de développer dans l'émission, c'est qu'à côté de la hausse du SMIC dans notre programme, il y a des mesures qui figurent dans le programme, qui sont mises en place pour faire en sorte, par exemple, que le coût il pèse davantage sur les grands groupes que sur les petites entreprises. Il y a notamment l'idée d'avoir une caisse commune où on fait en sorte un fonds de solidarité entre les entreprises où on fait en sorte que
le coût de cette augmentation, elle soit reportée davantage sur les grands groupes qui ont davantage de moyens de le faire que sur des toutes petites structures pour qui ça serait plus difficile, qu'il y a une question de ce qu'on appelle l'escompte, c'est-à-dire la possibilité pour l'État, parce que l'idée c'est qu'en augmentant les salaires, ça a été dit ça par Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, on déclenche un cycle vertueux avec ce qu'il a parlé du coefficient multiplicateur. Donc il peut y avoir l'idée qu'il y a une temporalité avant que ça revienne dans les carnets de commandes et donc que l'État il peut être là aussi pour aider à ce que cette temporalité... Ça ne change pas beaucoup de ce qu'on a vécu avec la crise Covid. Bien sûr. Le fait que l'État soit intervenu et qu'il continue d'intervenir auprès des entreprises pour les aider à passer une période. Donc il y a des périodes transitoires qu'on peut tout à fait imaginer aujourd'hui où l'État intervient. Mais c'est aussi pour dire que dans l'économie capitaliste, dans la façon dont ils ont pensé l'entreprise libérale, ils ne rechignent pas à avoir des aides d'État. Oui, non, mais il y a une socialisation de ouf en fait dans le capitalisme. Tout ce qui est pris en charge par l'État, en fait, c'est quoi? Et Jean-Luc le disait bien, il disait c'est nous en fait. On prend en charge une bonne partie, mais même de manière directe comme ça l'est avec les aides de l'État, mais de manière collective. Comment une entreprise marcherait si les employés ne peuvent pas arriver jusque sur le lieu. Il faut des routes. Comment une entreprise marcherait si les gens n'étaient pas formés? Il faut l'éducation nationale. Donc, y compris dans la perception de ce qui... On parlait tout à l'heure de la question de la richesse. Il y a la richesse individuelle économique et puis il y a la richesse collective. Tout ce qui et Jean-Luc le disait, les services publics, c'est une richesse collective. C'est ça qui permet, y compris aux entreprises, de fonctionner parce que quand les employés sont malades, ils sont pris en charge collectivement. Et donc, voilà, dans la conception de la richesse collective. Et donc, quand une entreprise comme Amazon ne paye pas de taxes en France, elle ne contribue pas à tout ça. C'est ça le problème, c'est qu'elle vient profiter de la formation, du transport, de tout ce qui est service public. Et il bénéficie des aides. Voilà, justement, c'est-à-dire qu'on paye deux fois, en fait, sans contrepartie. Donc c'est aussi cette manière de penser la richesse, le revenu qui doit changer. Alors j'ai une question pour vous trois, et pour vous quatre. Vas-y, après moi j'ai quelques questions sur la question des richesses, etc. Vas-y. À votre avis, il y a une étude anglaise qui a été faite et qui posait cette question-là aux gens. Elle leur demandait c'est quoi le salaire du bonheur pour vous? Le salaire du bonheur, c'est le salaire que vous pensez vous permettrait d'être heureux, d'être satisfait pleinement et heureux. Ce serait quoi pour toi, Julie? Alors moi, sans donner de chiffres, j'ai écouté d'ailleurs l'économiste Gilles Raveau qui en parle sur Thinkerview, qui lui dit, en fait, à quoi on aspire dans ce monde, quoi. C'est de se nourrir correctement, de se loger dignement, d'offrir un peu des cadeaux aux gamins de temps en temps. Ça, après, comment on le chiffre, je ne sais pas, mais c'est d'avoir une vie digne. Et toi, pareil, tu donnerais pas de... Tu as une idée, un chiffre ou pas? Ça dépend où on vit aussi. Parce que vraiment, cette étude anglaise... Je rebondis sur ce que dit Julie, parce que c'est ce qui est dit dans le chat, c'est il y a beaucoup de gens qui disent ça dépend où tu vis, parce qu'avec 1400 euros, ça dépend où tu es, et deux, ça dépend aussi du coût de la vie, parce que s'il continue à augmenter, ça fait partie des autres volets abordés dans le programme, c'est que si le coût de la vie continue à augmenter, ça suffira pas. En tout cas, personne ne répond être milliardaire. Mais c'est une vraie réponse, parce que finalement, la plupart des gens se disent, c'est pas un chiffre, c'est juste à quoi... C'est les besoins, en fait, c'est ce qu'on disait, on part des besoins, de quoi les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin de 150 000 bagnoles ou d'un yacht. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de pouvoir se déplacer, ils ont besoin que leurs enfants apprennent, ils ont besoin d'un toit. Voilà, être au chaud, etc. De quoi les gens ont besoin. Et les besoins, on y répond de manière matérielle et puis de manière immatérielle, indirecte, etc. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est les gens, ils partent des besoins spontanés. De quoi j'ai besoin? Un toit. Donc il n'y a pas de salaire de la richesse. Dans le chat, c'est du bonheur. Ils disent 2 000 euros. Moi j'aurais pensé 2 000 euros. Moi, si je devais donner un chiffre, j'aurais dit ça aussi. Mais en vrai, franchement, relier par ailleurs la question du bonheur et du salaire, c'est un peu... Il y a des gens qui gagnent des salaires extraordinaires. Il y a des gens qui gagnent des salaires extraordinaires qui sont malheureux. Et puis, alors, c'est ce qu'ils expliquent dans cette étude anglaise. Je pense que moi, j'ai pensé à 2000 parce que c'est vraiment le truc, c'est pas extraordinaire en fait. Toi, tu dis un yacht, toi? On peut dire un yacht. Mais voilà, c'est l'idée, par exemple, 2000, c'est le truc où tu dis, une fois que tu as payé ton loyer, etc., les frais, etc., voilà, il te reste un petit peu pour aller au resto, au ciné, etc., mais sans faire de trucs extraordinaires, en fait.
de faire un voyage. L'argent qui permet de se projeter dans le futur, c'est-à-dire de pouvoir épargner. Tu sais, la question de l'épargne, souvent, c'est pouvoir épargner, ça veut dire qu'on est bien déjà. Oui, oui. Alors épargner en se privant, c'est une douleur. Oui. Mais se dire, je peux vivre comme je le souhaite, sans exagérer, je veux dire, voilà. Et en plus, je peux épargner. Ça, c'est le bonheur total. Ouais. Moi, je crois que c'est ça qui rend heureux, c'est de pouvoir se dire, j'arrive à épargner en plus pour les coups durs, pour aider, etc. Ouais. Alors bon, cette étude anglaise qui vaut ce qu'elle vaut, attention. Mais du coup, c'est quoi les résultats? Eh ben, justement, cette étude anglaise dit que finalement, ils ont calculé, et le salaire du bonheur, parce qu'ils ont fait une étude très sérieuse entre la satisfaction, etc., et c'est 3 700 € dans des conditions citadines, urbaines. Et ces 3 700 €, ils disent, si c'est au-delà, vous commencez à voir le bonheur baisser. Ah ouais. Et en deçà, il monte sans arrêt. Il faut dire qu'à Londres, et donc l'équilibre parfait est de 3 700 €. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est d'après cette étude anglaise, jusqu'à 3 700 €, l'argent contribuerait au bonheur. Ensuite, il y aurait une décorrélation entre argent et bonheur. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que je ne connaissais pas les résultats, et quand on a fait le programme, on ne connaissait pas non plus les résultats. Mais la réforme fiscale qu'on propose, qui introduit les 14 tranches, on a fait les simulations. Vous vous rappelez, il y avait un simulateur où on pouvait donner. Elle disait qu'en gros, si vous gagnez moins de 4 000 €, vous allez payer moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Si vous gagnez plus de 4 000 €, vous allez contribuer davantage. Ce qui est d'ailleurs une manière de répondre à la question à partir de quand on est riche ou pauvre. En fait, on ne répond pas à la question, mais on peut le prendre aussi à partir de comment on organise les transferts de richesse dans la société. Voilà. Et ça, les calculs qu'on a fait, c'est 92% grâce à la réforme fiscale qui est dans le programme L'Avenir en commun, 92% des Françaises et des Français qui paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui, et on aurait 10 milliards d'euros supplémentaires pour les recettes de l'État. Donc on peut faire un système qui est plus juste et qui rapporte plus. C'est pas mal. Et en plus, qui est corrélé avec le résultat de l'étude anglaise. Les gens se disent, donc, on prend des questions du chat. Ouais, bah après, ils réagissaient pas mal sur les salaires. Ils disaient que 2000, par exemple, à Paris, ça pouvait être un peu juste, etc. Mais sinon, globalement, vous avez pas mal répondu. Il y a aussi Daniel en thème, malgré tout. Alors, je suis en libéral, 400 par mois avec quelques avantages, mais en vivant dans une grande ville, j'ai zéro épargne. Je pense qu'effectivement, pouvoir épargner, c'est ce qui permet de commencer à être confort. Oui, ils ont bien aimé. Il y en a qui demandent le SMIC à 3 700 €. Faire pas le Nord. Ils ont bien aimé ton exemple avec la fiche de paye, etc. Les entrepreneurs. Qui se demandent pourquoi on n'est pas encore couché. Parce qu'on a la pêche. Voilà. Il nous a donné la pêche. Est-ce que tu veux voir un extrait de l'émission ou allez, l'extrait sur le SMIC, du coup, de Jean-Luc qui fait la démonstration là-dessus. On peut le passer, en effet. Hop, normalement, c'est affiché. Des histoires qui ne tiennent pas debout. On peut augmenter le SMIC et voilà pourquoi il faut le faire. Parce que 53% de l'activité du pays dépend de la consommation populaire. Si les gens sont mieux payés, alors ils dépensent parce qu'ils ne font pas comme ceux qui ont beaucoup de revenus, qui vont aller placer leur argent. Ils dépensent tout. Monsieur Le Chip, donc quand il y a 100 € qui arrivent dans votre poche, aussitôt l'État vous en reprend 18 parce que c'est le taux moyen de TVA. Il n'y a pas de quoi pleurer, ça remplit toutes les caisses. Celui de la personne qui s'en va acheter des choses et ensuite celle de l'État. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il faut gouverner à partir des besoins, pas de l'offre, dire je fais des marchandises de moins en moins chères? Ça, c'est une question aussi qui est fondamentale parce que on se dit... on a vu ça dans certains pays d'Amérique latine, par exemple, que ce soit, moi j'ai bien connu l'Équateur, quand on fait des politiques, ou le Brésil, quand on fait des politiques de redistribution, de rééquilibrage et de redistribution, on voit souvent des gens sortir de la pauvreté et leur premier réflexe qui est naturel, c'est d'acheter la machine à laver, la télé, l'ordinateur, etc. Puis, voyant qu'elles ont tout ça, ils passent à une consommation qui n'a plus ne correspond plus à une nécessité, on va dire. Et on a vu ça. En Équateur, le gouvernement de la Révolution citoyenne là-bas, au bout de 8 ans, s'est posé la question de dire comment on change les modes de consommation. Et c'est un vrai sujet de savoir est-ce que gagner plus permet vraiment de changer. C'est la question de la croissance et de la décroissance, finalement. C'est la question de est-ce que notre monde est infini? Est-ce qu'on peut continuer de consommer comme ça, à changer de iPhone ou de smartphone tous les 6 mois? Est-ce qu'on peut continuer? Ce sont des questions fondamentales aussi qui touchent carrément à presque des questions civilisationnelles, finalement.
Oui, mais après, il faut aussi se rappeler que ce besoin de consommer, au-delà de la satisfaction de ses besoins vitaux, c'est une production aussi. C'est une production du système. C'est-à-dire que, par exemple, la publicité, c'est littéralement le moyen qui permet que les gens aient envie de consommer encore plus. Donc, c'est pas non plus... Alors, voilà, il y a la question existentielle philosophique, mais il y a une question très concrète, en fait. Quand des gens dépensent des milliards et des milliards pour vous expliquer qu'il faut changer tous les 2 mois ou les 3 mois il y a l'obsolescence programmée. Et l'obsolescence, etc. Donc, chat, mais... tout ça, quand on dit on peut agir et intervenir si on arrête tout simplement les choses la plus inutiles au monde, c'est la publicité. C'est une bonne partie de la publicité ne sert qu'à créer des besoins. Et c'est aussi un système... Aujourd'hui, le système, c'est suffisamment bien organisé pour non seulement profiter de la publicité, mais aussi pour nous vendre des objets qui ont une oui, et qui, par ailleurs, voilà, qui sont de moins bonne qualité, etc. Donc, il y a ça aussi sur lesquels il s'agit d'interdire. Quand on parlait de la question de la sobriété, c'est pas une question, une question de contrainte ou de dire aux gens ou faire la police des gens. C'est aussi de changer l'état d'esprit. Et ça change aussi parce que on arrête de vendre des choses dont les gens, en fait, ne se rendent compte qu'ils n'ont absolument pas besoin, mais qu'on explique que le bonheur, c'est d'avoir ça. Parce que c'est ça, la publicité. Le bonheur, la satisfaction, l'émancipation, c'est de posséder un objet. Et je pense qu'il faut changer ça. Et en partie, la pub, qui ne sert à rien, si ce n'est à ça. On va faire la transition comme ça. On va parler de publicité et on va parler de la question des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore minuit ou je vois rien. Moi. Il est 55 bientôt. 23h54, j'ai encore 5 minutes. Donc, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Julie, toi, tu étais à la manif Nous Toutes, samedi dernier, me semble. Non, tu n'y étais pas. Je fais une bêtise, je confonds avec quelqu'un d'autre, je suis désolée. Daniel, elle y était. Oui. Et tu as fait une petite vidéo. J'ai fait une petite vidéo ce matin sur les jours heureux. Ouais, j'étais à Paris. Toi, tu étais à Paris. Une très belle photo qu'on n'a pas là à montrer à l'écran, mais il y avait une très belle photo. Mais sur ce sujet-là, alors moi, je ne vais pas revenir sur le sujet de la soirée, là, Nicolas Hulot, mais plutôt sur ce qu'a dit Jean-Luc quand même sur la façon dont la police et la justice, finalement, étant défaillantes, c'est d'une certaine façon le recours possible contre ce genre de comportement, c'est la dénonciation publique. C'est-à-dire, certains vont dire « Ah, c'est le tribunal médiatique ou le tribunal populaire ». Et à la fois, on est content de voir que la parole se libère et que des gens qui... alors on ne sait pas s'ils sont coupables ou pas tant qu'ils n'ont pas été jugés, on va respecter le principe de présomption d'innocence, mais que des gens... qui peuvent être mis en cause, comme dit une tribune féministe, finissent soit par le reconnaître, soit s'en défendre, certes, mais au moins que la parole se libère et on se dit, en tout cas, l'effet général. D'ailleurs, c'est quoi l'effet général d'une telle parole qui se libère? Je ne sais pas si, Julie, tu... L'effet que ça montre en fait ce qui était, ce qu'on ne voyait pas, quoi. C'est une espèce de soulèvement et de libération de la parole des femmes qui peuvent après créer des nouvelles... En fait, c'est aussi très politique. Il parlait du sujet politique, Jean-Luc, à la fin de l'émission. C'est une entrée aussi en politique, comme les jeunes avec les marches climat, comme là avec les marches Nous Toutes et les femmes et tout qui rentrent en politique. C'est une entrée en politique et d'une prise de conscience politique. Donc c'est une forme de lutte qui reste très, très importante, quoi, pour nous. Après, moi je pense que la raison pour laquelle... il y a cette libération... Après, voilà, je ne compte pas dans l'histoire du tribunal public, etc. Je pense que c'est un faux argument. Le problème, c'est que cette parole, elle a besoin d'intervenir dans l'espace public parce que les institutions sont défaillantes, parce que la justice est défaillante et parce que la justice, elle doit servir à ça, elle doit servir à reconnaître le préjudice que quelqu'un a subi, à le sanctionner, à réparer et à faire en sorte que la société avance collectivement par cette reconnaissance. Et quand vous avez une bonne partie des institutions qui ne sont plus capables de rendre justice, eh bien effectivement, il faut d'autres voies et il faut d'autres espaces. 1 milliard. Voilà, 1 milliard pour l'accompagnement. Mais en plus, par ailleurs, c'est moins sur le milliard, il est en grande partie pour la protection
des personnes, pour la protection, pour le préventif. La question de la justice, des moyens de la justice. Ça, c'est pas compris dans le milliard. C'est-à-dire comment on transforme, comment on donne les moyens, la police et la justice, etc. Donc il y a une partie de la formation, mais ne serait-ce que le fait qu'il y ait suffisamment de greffiers, suffisamment de policiers, etc. Ça participe à rendre une meilleure justice. Et par ailleurs, je pense que ce qui est impressionnant, c'est que ça fait prendre conscience, Jean-Luc aussi le disait, de se dire on est sidéré parce qu'il y a des gens qui prennent la parole dont on n'aurait jamais imaginé. Quand vous imaginez, même dans une petite entreprise, de se dire, en fait, il y a 5-6 femmes, il y en a 4 sur 5 qui ont déjà été victimes de propos sexistes, etc. Voilà, je crois que cette prise de conscience-là, ça dépasse la polémique sur le tribunal. Toi, tu fais partie de la génération Mélenchon, tu l'as déjà dépassé. Parce qu'on dit que la génération Mélenchon, c'est le livre. C'est un peu comme la question sur les riches et les pauvres. Moi, je suis dedans, j'ai 2 mois. La génération Mélenchon, c'est le livre d'Adrien Quatennens. Nous, on est des vieux. Enfin, je suis vieille comme ça, mais c'est encore plus vieux, quoi. Parle pour toi. Et qui raconte l'engagement d'Adrien en politique, sa relation avec Jean-Luc Mélenchon. Et le hashtag Génération Mélenchon, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il circule. Beaucoup de gens s'identifient à la génération Mélenchon. Nous, on l'a qualifié comme étant les moins de 35 ans. C'est à quel âge, toi? Moi, c'est bon, là, je suis à 35. T'as 35 ans, t'es génération Mélenchon. Ouais. Non, mais peut-être que l'année prochaine. Non, mais moi, je trouve que c'est de l'agisme, quoi. Ça va, quoi. Non, mais après, on peut pas... Non, mais t'es dedans. T'es pas génération Mélenchon, t'es entrée en politique. Attends, t'es entrée en politique avant de connaître Mélenchon. Bien sûr, oui. Moi, je suis entrée en politique avant de connaître Mélenchon. Voilà, mais la question de la génération Mélenchon, c'est pas simplement l'entrée en politique, c'est y compris, il y en a qui sont revenus à la politique avec Jean-Luc Mélenchon, et voilà, qui ont redonné du goût à la politique. Mais je voulais lui demander, en fait, la question que je voulais poser à Manu, c'est comment la génération Mélenchon vit ce mouvement MeToo, Nous Toutes, etc. C'est quoi la perception? Est-ce que pour vous, vous dites, mais ces hommes-là qui sont... C'est un autre monde, ça ne nous concerne pas, c'est inimaginable de se comporter comme ça? Malheureusement, je pense que dire ça, ce serait quand même très arrogant et ça serait peut-être reproduire des erreurs du passé, de considérer que ça ne peut pas arriver parce que ce serait que les anciens. Moi, je ne le vois pas du tout, les choses comme ça. D'abord, comment on le vit? On le vit d'abord... Moi, je le vis positivement dans le sens où c'est une libération de la parole et qu'elle est bienvenue et que ça a été dit par Daniel et Julie. Si la parole, elle se libère dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé les endroits où elle a pu être écoutée, traitée sérieusement dans les commissariats, dans les tribunaux. Et je veux dire, il y a des multiples témoignages de gens, de femmes qui veulent témoigner, qui veulent porter plainte, qui vont au commissariat. On leur dit, ouais, c'est pas vraiment ce que vous êtes en train de dire, rentrez à la maison, ou elles se sentent pas prises au sérieux. Bon, donc c'est positif que la parole puisse se libérer aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut le vivre avec la conscience de tout le travail encore à accomplir sur le sujet. Je pense que la libération de la parole, c'est positif, mais c'est qu'une première étape. C'est insuffisant. C'est clairement insuffisant. Et ça doit se traduire. Et j'ai envie de dire, s'il peut y avoir quelque chose de positif dans des situations qui sont quand même dramatiques, s'il peut y avoir quelque chose de positif, c'est ce qu'a dit, je crois, Julie, c'est que peut-être qu'à travers cette question-là, ça peut générer une politisation aussi dans une jeune génération qui... Une fois que la parole s'est libérée, se dit maintenant la solution, elle est dans le camp du politique. Qu'est-ce qu'on a sur et donc ça, c'est positif. Le chat, pour l'instant, ils envoient surtout leur âge. Donc, oui. Alors, il y a beaucoup de générations Mélenchon. Il y a beaucoup de générations, mais il y en a qui il y en a beaucoup qui disent 60 ans. Génération Mélenchon. Ouais, non mais sérieux. Après, par rapport à ça, quand même, dans le mouvement justement des MeToo, c'est très jeune aussi, en fait. Déjà dans la manif, dans les manifestations, nous toutes, c'est jeune. C'est un mouvement très très jeune. Il y a eu dans des écoles, des espaces scolaires en formation aussi, des interpellations pour dire ça se reproduit. Et c'est justement l'idée de dire que c'est pas juste un truc générationnel au sens où c'est les vieux qui n'auraient pas compris aujourd'hui. Non, c'est quelque chose de structurel, c'est quelque chose de systémique. Et je trouve que c'est important parce que ça sort de l'individualisation des cas. La responsabilité individuelle est liée, etc. Mais de dire en fait, pourquoi est-ce qu'on en est encore là en 2022 alors qu'on pensait que l'égalité, etc. Parce que c'est structurel, parce que ça se produit et ça reproduit dans les espaces, que
peu importe que ce soit dans la rue ou sous les ordres de la République, etc. Voilà. Et je trouve que s'il y a une prise de conscience aussi générationnelle, c'est le caractère systémique et structurel. Et donc, il faut aller à la racine des choses. Et on parle là en fait, de révolution aussi, c'est-à-dire que ça rejoint l'idée de rupture, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on est arrivé à un point, que ce soit sur cette question-là, que ce soit sur la question écologique, que ce soit sur la question des violences, on va dire des violences racistes, on est arrivé au point de rupture, de dire basta, on n'en veut plus. Et c'est vrai que on le dit, le programme L'Avenir en commun est un programme de rupture parce qu'il propose de répondre à cette envie d'en finir avec ce système, tout ce qui fait système d'inégalité, système de discrimination et d'injustice. J'en profite pour passer au sujet. Est-ce qu'on peut passer avant l'écologie? Est-ce qu'on peut passer au sujet sur la sécurité? On peut faire ça juste un petit, parce que beaucoup de gens nous demandent le replay. Du coup, Antoine m'envoie en temps réel. Il nous dit que dans 30 minutes, 1 heure, le temps qu'il tape la description de l'émission de 2h30, ce sera en ligne. Donc vous pouvez enchaîner le débrief et l'émission pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y en a qui veulent pas dormir. Et après, si vous allez sur CNews ou sur LCI, vous aurez peut-être une rediff d'un meeting de Mélenchon, puisqu'il passe généralement la nuit vers 3-4 heures du matin. Vous pouvez vous faire une totale. Moi, je tiens à dire quand même que je pense que le Chypre finira par voter pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'en attendant qu'il prépare son truc, on peut réagir sur la rupture? Juste pour dire, parce qu'avec Daniel, on était à Glasgow. Ensemble. Et Daniel, je ne sais pas si tu as observé la même chose que moi, mais il y a une manifestation très jeune, à l'occasion de la COP26, pour ça qu'on était à Glasgow. Et franchement, les pancartes, les banderoles, les slogans, les affiches, ils montraient vraiment qu'on a changé d'âge et qu'on est sorti de, si vous voulez, de l'écologie des gestes individuels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire... La fameuse écologie du quotidien, comme l'appelait une certaine tendance. Exactement. Et que vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu disais, je trouve, et c'est vrai pour la question des violences sexistes et sexuelles, c'est vrai sur la question écolo, c'est vrai sur la question antiraciste, que maintenant, ces luttes-là, c'est pour ça qu'il faut être optimiste. Elles génèrent une remise en cause des fondements même du système. Et moi, personnellement, ça me rend vraiment très optimiste pour le... oui, parce qu'il y a une meilleure acceptation d'y mettre fin. Et là, on voit quand même l'affrontement. Malgré tout, il est entre des forces conservatrices, voire réactionnaires, et on les voit à l'œuvre, parce que nous, on défend ce mouvement et on salue la parole ouverte. En face de nous, notamment sur des réseaux sociaux ou sur les chaînes de télé, il y a des gens qui sont d'extrême droite, qui, eux, prennent complètement le chemin inverse, et ouvertement aussi, c'est-à-dire des femmes, y compris, qui s'affichent avec Zemmour, avec Le Pen, comme aujourd'hui, et qui disent, nous, on assume une vision de la femme plus soumise, qui accepte la virilité d'un Zemmour. Ça me fait rire de le dire, j'y peux rien. Sans commentaire. C'était la minute. Non, on est là, François. Je le pense et ça me fait rire. Faut pas faire ça. Non. Virilité, Zemmour, même pas ce qu'il a fait. Et du coup, il y a quand même un affrontement entre ces forces. Je reprends mon calme et tout, on filme ailleurs. Un affrontement entre ces formes de réactionnaires, conservatrices, et ce mouvement de vie. Mais on se dit, mais comment on l'emporte, quoi? Comment on l'emporte. Mais c'est pas le sujet. Moi, je voulais revenir encore un petit peu. Tu m'as dit sécurité. Ouais. C'était quoi le tweet que tu voulais? Je sais plus. Je voulais quoi sur la sécurité? Les gens adorent et ils vous disent bravo, le plateau est génial, c'est super. Faut parler de la légalisation du cannabis. C'est un vrai sujet. Ça marche bien sur Twitch. Mais, oui, ça Parfois, ils avaient adoré Jean-Luc. Tu veux dire sur les gens de Twitch? C'est quoi? Parce que Jean-Luc avait abordé ce sujet dans Allô Mélenchon la dernière fois et l'extrait a cartonné. Ah ouais. D'accord. Mais alors moi, c'était pas pour plaire aux gens de Twitch, c'est parce que quand on parle aujourd'hui de la police, de la défaillance qu'il peut y avoir pour le traitement des violences sexistes et sexuelles, par exemple, on parle aussi de la police qui, Jean-Luc a dit ce chiffre, moi qui m'a interpellée, 60% des contacts entre des policiers ou des citoyens se font parce que les policiers viennent fouiller les poches des gens pour voir s'il n'y a pas du cannabis. Tu es spécialiste du sujet, Daniel, non pas du cannabis, mais de la sécurité. Qu'est-ce qui fait que les policiers courent comme ça après le cannabis? Est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie lutte contre le trafic de drogue? C'est quoi alors? Non, alors il y a un travail policier contre le trafic et les trafics, et il est nécessaire, important. Il n'a pas assez de moyens, parce que le véritable travail de police contre les trafics, c'est de l'investigation.
Et donc, c'est pas spectaculaire, comme Darmanin qui roule des mécaniques et puis montre voilà, les trois boulettes qu'ils ont chopées dans un placard d'une CTU. Enfin, c'est complètement ridicule. Non, il y a un vrai travail qui est nécessaire. Et c'est vrai que nous, on l'avait discuté, notamment quand on a fait un colloque sur les questions de sécurité avec Hugo Bernalicis et plusieurs spécialistes. Effectivement, même les policiers, en vérité, pas ce qu'on entend, on voit sur les réseaux sociaux, militants d'extrême droite, mais les policiers le disent en fait, que ça ne sert à rien, que c'est la politique du chiffre, c'est-à-dire comme ce que fait Darmanin, on leur dit, voilà, il faut que vous rameniez, parce qu'en fait, c'est le travail de police parfait d'un point de vue technocratique, c'est-à-dire que tu prends sur le fait la personne, donc c'est flagrant délit direct, et tu as résolu le problème. Parce que du coup, tu as pris sur le fait, donc c'est du chiffre. Voilà. Donc, en plus, comme on est promu et qu'on a des avancements grâce à ça, c'est parfait. Mais ça ne règle absolument ni la question du trafic, parce que le trafic, ça prend du temps, ça prend de l'investigation, ça prend, etc. Ni la question, y compris de la consommation excessive, etc. Parce que tu fais pas, les policiers, c'est pas leur question de faire de la santé, de la prévention, etc. Et donc, oui, c'est un temps, non seulement le fait de, sur le terrain, on les fait courir après 3 barrettes et 3 pelés qui fument, mais aussi le travail administratif, des papiers, etc. Et c'est un échec complet, en fait, en plus. Ça se passe comment au niveau européen? Parce que dans d'autres pays, il y a des pays qui ont légalisé en Europe, je ne sais plus lesquels. En Allemagne, récemment, hier, ou non, c'est pas la... En Allemagne, ils viennent d'annoncer que la nouvelle coalition qui a été mise en place en Allemagne allait mettre en place la légalisation. Mais il y a eu, je crois, au Portugal, où d'ailleurs... le Portugal, il a dépénalisé. Ils ont fait la dépénalisation. On parle de la Belgique aussi. Et la Belgique... il y a des États américains. En gros, franchement, le premier truc qu'il faut dire, c'est la France, on est l'endroit où les politiques sont parmi les plus répressives. On est l'endroit où on consomme le plus de cannabis. Ah ouais, donc, ça c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. C'est bien la preuve que la politique répressive, elle ne fonctionne pas. Pourquoi les gens consomment du cannabis? Non, mais en tout cas, ça veut dire que... et du cannabis. Je ne dis pas que les deux sont liés, mais en tout cas, en tout cas, l'effet de la répression, il est nul en tout cas. Non, mais non, la loi date de 70. On fêtait le cinquantenaire, le soixantenaire de cinquantenaire. Et en fait, le bilan, tout le monde, les vrais spécialistes, pas les gens du café commerce qui sont à la télévision, les vrais spécialistes, tout le monde, des flics, les magistrats, etc., disent en fait c'est un échec total, cette loi de répression. Donc, pour le coup, c'est nous les réalistes, hein, quand on parle du pragmatisme, c'est nous qui sommes les réalistes en disant, bon, là, il y a un échec, il faut comprendre pourquoi il y a un échec, et il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus sur la répression, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait autrement pour s'attaquer au trafic, parce que c'est aussi ça un des enjeux, et s'attaquer à l'épidémie sanitaire que provoque... Mais est-ce qu'à partir du moment où on légalise, nous on est pour la légalisation. La légalisation, du cannabis. C'est-à-dire par rapport à la dépénalisation, déjà c'est quoi la différence? Dépénalisation, ça veut dire que c'est juste que si on vous attrape avec une barrette, vous n'êtes pas mis en cause. On dépénalise la légalisation, la c'est-à-dire qu'on organise le circuit de Oui. distribution. La légalisation. Juste un truc, Sophia, sur est-ce qu'il y a un rapport entre la politique répressive et la consommation? Il y en a un quand même, parce que par définition, vous ne pouvez pas faire de campagne de santé publique sur des produits qui sont interdits. Si vous l'alcool, par exemple, vous vendez de l'alcool, on a le droit de vendre de l'alcool en France, bon, mais on peut faire une politique de santé publique en disant attention, il ne faut pas consommer trop, attention, avant de conduire, il faut se tester. Bon. Apprendre aux gens à consommer aussi. Et ça a marché. C'est-à-dire sur le fait qu'on n'imagine pas, il y a 60, 70 ans, l'effet désastreux de l'alcool. Bien sûr, on donnait de l'alcool aux enfants. Voilà, et qu'il y a eu des campagnes de santé, etc., pour expliquer. On a mis en place, y compris les conduites en état d'ivresse, etc., sont sanctionnées. Enfin voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne sanctionne pas des conduites à risque quand on consomme des produits. Parce qu'il y a des gens qui vous disent mais du coup, tu peux fumer et prendre le volant. Non, pas le droit de fumer. Tu ne peux pas boire et prendre le volant, etc. Et si tu commets un accident, ce sera une circonstance aggravante. Et de la même manière. Donc la question, c'est pas de dire c'est sans conséquence. Bien sûr, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur soi, sur sa santé. Ça peut avoir des conséquences sur d'autres. Et donc ça reste sanctionné et sanctionnable. En tout cas, on est d'accord qu'on le déconseille. Bien sûr, mais c'est légalisé pour mieux lutter contre, ou en tout cas pour mieux sensibiliser aux impacts négatifs que ça peut avoir. Qui a parlé de la Bretagne?
De la Bretagne. T'as déclenché. Vas-y, dis-moi ce que j'ai déclenché. Non, mais tout de suite, l'anti-bretonisme. Mais non, mais pas du tout. J'adore les Bretons, j'adore la Bretagne. Comme dirait l'autre, j'ai un ami breton. Breton Live Matter. Non, pas du tout. Non, je faisais une mauvaise blague stupide. Et après, la question de la santé. Il n'empêche qu'en Bretagne, autrefois... Non, mais partout. Enfin, non, mais vraiment. Partout, je veux dire, ça a l'air exotique comme ça, mais ça a été terrible, quoi, sur tout un ensemble de populations. Et ça reste, voilà, ça reste quand même les conséquences de l'alcool aujourd'hui, même aujourd'hui, dans les violences etc. faites aux femmes, et notamment dans les violences domestiques, l'intervention de l'alcool. Oui, voilà, ça reste des produits problématiques. Donc, c'est pas une question de, voilà, on aime bien ou on va favoriser. Non, c'est pour permettre que tous les effets problématiques soient réduits, quoi. Alors, avant de parler d'écologie, je veux passer à un sujet. J'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première, c'est qu'on parle d'un sujet, ensuite on parle d'écologie, et ensuite on reçoit quelqu'un. Voilà. Surprise. Ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Une surprise. Donc, tous ceux qui sont sur Twitch en ce moment, peut-être qu'on peut leur les incite à rester quand même. Je les incite à rester, ouais. N'allez pas vous. Ça vaut le coup, franchement. Je sais pas qui c'est, mais... passer l'extrait sur c'est quoi être français. Ouais, bien sûr. Hop, normalement, je mets ça là. C'était un moment fort. Ouais. C'est ça. C'était un moment très fort. Réfléchissons. Qu'est-ce que c'est d'être français? Réfléchissons. Est-ce que c'est une couleur de peau? Personne ici va dire ça. Non, c'est pas une couleur de peau. On est de toutes les couleurs, nous autres Français. C'est pas une religion, il y en a 5. Il y a des pays aussi. Vous dites, ah bah voilà, c'est la religion majoritaire. Alors qu'est-ce qui nous reste? Ça pourrait être la langue. Pas de peau non plus. Il y a 29 pays qui ont le français comme langue officielle. Par conséquent, qu'est-ce que c'est être français? C'est être républicain. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ce qui nous unit dans toutes nos différences. On va polémiquer beaucoup, parce que vous n'aurez pas la même idée de la liberté que moi, peut-être, de l'égalité ou de la fraternité, ou la part de l'un par rapport à l'autre. Sur ces 3. Ça, c'est être français. La plus grande chose qui nous soit arrivée dans l'histoire, c'est d'avoir fait une révolution sur la base de principes qui s'appliquent à l'humanité universelle. En quelque sorte, tout le monde peut être français, à condition d'avoir pour règle liberté, égalité, fraternité. Ajouteriez-vous, comme certains, laïcité? Mais c'est contenu. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas laïque. Vous ne pouvez pas être égaux si vous n'êtes pas laïque, puisque ça voudrait dire que les religions créeraient des différences. Mais qu'est-ce que la laïcité? La séparation des églises et de l'État. Donc, ça signifie que nous ne reconnaissons aucune religion, mais que la laïcité n'est pas un athéisme d'État. Très bien. Ça fait du bien. Alors, vas-y, Julie, justement, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, tu t'étais déjà demandé c'est quoi être français? Quand il a posé la question, il y a eu un petit doute aussi, comme sur le plateau. Et en fait, j'ai pensé tout de suite à la devise, parce que c'est ce qui m'a rassurée, quoi, tout de suite, de penser à ça. Et j'ai pensé que ça m'avait rendue très fière de l'entendre parler comme ça. Parce que je trouve que Emmanuel Macron, le gouvernement et tout, c'est la honte, quoi. Et en fait, je trouve que Mélenchon, il donne une hauteur qui fait du bien à entendre dans tout ce discours. Toi, à titre personnel, tu t'étais déjà posé cette question? C'est quoi être français? Non. Parce que je me rappelle, une fois, on lui avait posé la question à Jean-Luc. C'est pas la première fois. Il avait eu une réponse aussi géniale. Je ne sais pas si tu te souviens, Maxime, ou si sur Twitch, ils s'en souviennent, ou si je suis la seule à m'en souvenir. Je suis la seule à m'en souvenir. Ouais, je ne sais pas de quoi tu vas parler. On lui avait demandé c'est quoi être français une fois, Jean-Luc. Il avait donné une réponse superbe. Je peux peut-être te retrouver ça. Moi, je l'ai dans ma mémoire. Tu peux la citer. Vous étiez déjà demandé. Il avait dit, oui, c'est avoir une carte d'identité française. Mais je ne savais pas si tu faisais référence à ça ou quand vraiment il a dit c'est quoi un prénom français et il a dit c'est un prénom porté par un français. Oui. Et si on met bout à bout, finalement, les réponses, on se dit, mais c'est tellement évident. Pourquoi il nous casse la tête? Parce que c'est pas un petit sujet. Vas-y. Non, mais moi, tu vois, sur ce genre de moments, c'est les plus difficiles parce que tu sais que ça arrive, ils vont essayer de tourner, et c'est les plus cathartiques, quoi. Je pense que tout le monde, c'est des moments comme ça où on a besoin. Et c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que tu t'es déjà posé la question à toi-même? Parce que moi, je me suis jamais demandé c'est quoi être français. Je veux dire, là où je voyage, là où je pars, là où on me demande votre nationalité, ça me paraît. Bon, c'est la chose que j'aurais dit et que depuis qu'on me demande mon identité. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudra en plus expliquer c'est quoi l'être. Mais c'est vrai que de l'entendre dire comme ça, j'ai vu les faits, là, quand on le regardait à plusieurs,
il s'est passé quelque chose. Non, mais tout le monde... bien, en fait. Ça fait du bien, ouais. Ce truc dans l'atmosphère ultra toxique où on essaie de... C'est juste, voilà, tout le monde... Il y a un truc comme ça, il y a un sentiment comme ça. Et en plus, il y a un côté où... tout le monde comprend ça. Et tout le monde est d'accord avec ça. Et tu as l'impression que la journaliste, là, je crois qu'elle disait aussi, c'est vrai, il a raison. Mais je pense qu'il les a tous coachés, en fait. Ouais, on la voit et je pense que ça les a tous... Pauline de Malherbe, c'est vrai que elle a été un peu... elle a été un peu secouée sur Twitter. Ouais, mais je pense que ça l'a... Non, mais si on devait... on fait juste en aparté. Il les a à peu près tous... J'adorais. On le dit ou pas? On a le passage Emmanuel Le Chypre qui est convaincu par Jean-Luc Mélenchon. C'était pas face à BFM, c'était face à Mélenchon. Celle sur le nucléaire, là, à la fin, elle dit vous avez encore... Non, c'est bon, tu vois, c'est bon, j'en ai assez, je me suis pris assez. Je reviens avec mon sac à dos. Alors, tu as eu une réflexion géniale, parce que là, on me dit qu'il va falloir accélérer un petit peu. Ah, on accélère alors. Mais du coup, je vais quand même faire... on va passer un peu rapidement la partie nucléaire, enfin écologie et tout, mais j'ai quand même cette phrase, parce que je regardais l'émission avec Daniel. Tu as eu cette phrase, tu dis, à propos de la journaliste, tu dis, ah bah c'est bon, elle a lu la brochure EDF. Et Jean-Luc a ce mot quand même qui m'a fait très plaisir à entendre, c'est le mot de lobby, tu connais ça. Tu n'as pas l'impression que c'est vraiment l'argumentaire des lobbies? Ah ben, de toute façon, le lobby pro-nucléaire est un lobby extrêmement bien organisé et qui produit des notes, des fiches, et on retrouve leurs arguments à peu près à chaque fois partout. Par exemple, cette semaine, il y a eu un rapport qui a été fait par Greenpeace sur la question du nucléaire. Parce que vous vous rappelez, il y a eu un rapport il y a un mois à peu près qui a été fait par RTE et qui disait le coût du nucléaire, en fait, il est possible d'avoir un scénario 100% renouvelable sans nucléaire, mais le grand argument, c'était ça coûte plus cher de faire un scénario sans nucléaire. Et donc, je crois, un visuel. Et franchement, on s'est tapé ça. Ça, c'était moi, celui dont je parle pour l'instant, c'était le rapport RTO. On s'est tapé ça sur tous les plateaux. Ils ont tous repris. Madame Salamé, vous voulez faire ça, mais alors vous êtes des irresponsables parce que vous voulez enlever le nucléaire, donc ça va coûter plus cher l'énergie. Voilà. Alors les arguments du lobby, si vous voulez les identifier, là, je parle à ceux qui nous regardent. Si ça vous intéresse de savoir comment vous reconnaissez le discours du lobby. Le lobby dit le nucléaire n'est pas dangereux. Nous, on sait que... Et ils vous disent d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'accident en France. Nous, on sait que encore récemment, alerte au Tricasta avec un lanceur d'alerte cadre supérieur dans cette centrale qui tire la sonnette d'alarme. Et il y a un texte. Et alors, vous avez entendu parler de l'EPR en Chine qui fonctionne, etc. On a un article du Monde que tu peux montrer, Maxime. Que c'est toi qui as tweeté, je crois. Oui, parce qu'en fait, le journaliste Maxime Zvitek, il a dit à Jean-Luc Mélenchon, mais l'EPR, ça fonctionne très bien. En Chine, il y en a un, il fonctionne très bien. Donc, c'était pour lui rappeler. Alors, c'était le 30 juillet 2021, il était mis à l'arrêt. Ils sont quand même gonflés, c'est des menteurs. Surtout au début, il dit, il y en a plusieurs qui fonctionnent bien en Chine. Jean-Luc lui dit, non, il y en a un. Lui, il dit, ah oui, il y en a un, mais il fonctionne bien. Il fonctionne tellement bien que... Donc, premier argument sur la dangerosité. Deuxième argument, ils vous disent, l'énergie nucléaire n'est pas polluante. Troisième argument, elle est moins chère. Quatrième argument, ça garantit la souveraineté française. Et c'est là que toi, tu as dit, elle a bien lu la brochure EDF. Bonsoir. Juste devant la caméra qui nous filme. Je vous laisse la place, Jean-Luc. On va laisser une petite place. Mets-toi là. Pourquoi c'est toi qui t'en vas? Parce que je me mets là. Pourquoi c'est Julie? Parce que moi, je devais changer de plateau, moi, après. Elle va rester à côté. Prends une chaise. Non, mais je devais changer de plateau après. Ah oui, tu étonnes. À tout à l'heure. Et Julie, tu t'en vas alors? Parce que je devais changer de plateau après. Il y a l'invité surprise qui devait venir. Bienvenue. Ah, ça y est, c'est la folie dans le chat. Bienvenue. Donc, le chat, c'est la folie. nous a rejoint. Je crois que tout le monde s'en a aperçu. Tu dis que c'est la folie dans le chat. Bah, regarde derrière. Là. Voilà. Alors, avant de choisir une question du chat ou une ou deux questions, parce qu'on n'a pas fini de vous interroger, Monsieur Mélenchon, après ces 2h42 minutes d'émission, comment tu te sens? De haut niveau, On ne se rend pas compte parce que c'est intéressant, on se prend au jeu, on s'implique. Les gens qui m'interrogent, c'est souvent un défi, donc voilà. Est-ce que tu as le sentiment quand même d'avoir réussi à dire très clairement beaucoup de choses, à faire passer beaucoup de messages? Ou est-ce que tu as le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout? Je ne me rends pas bien compte, je suis toujours mauvais juge des émissions auxquelles je participe. Je crois que j'ai pu m'exprimer pas mal quand même, dire pas mal de choses, passer pas mal de messages. Il y a une constante que tout le monde connaît sur ce plateau,
c'est que quand on sort d'un plateau de télé, on ne se rappelle que de ce qui n'a pas été bien fait. J'allais te poser la question, tu te rappelles le moment le plus fort pour toi dans cette émission, c'était quoi? Parce que nous, on l'a vu un peu partout. Moi, je ne peux pas m'en rendre compte. Il y a eu un moment émotionnellement qui a été fort ou pas? Je ne me rends pas compte. Peut-être quand on parle aussi des gens à Calais, alors ça me... En plus, l'image, je la vois à ce moment-là. Je vois le gosse sur la plage. Alors, tu as autant envie de pleurer qu'autre chose, quoi. Toute cette misère, toute cette souffrance. Donc, oui, moi, c'est des choses qui me parlent. Mais non, mais de toute façon, on sent, souvent, tu es le seul à parler d'humain et de ramener cette réalité-là. Mais il y a un moment qui a vraiment été très, très fort, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Et pour ceux qui t'ont regardé, c'est quand... On était en train d'en parler juste avant que tu viennes, c'est qu'est-ce qu'être français. Et ce moment où tu parles d'identité et tu termines en disant ça, tu dis il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Et elle te dit vraiment, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Et là, tu as cette phrase, non, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. C'était un moment très fort pour tout le monde, mais presque aussi fort que la fois où tu avais dit... C'était comment quand tu avais dit à Zemmour, vous n'avez pas honte, tu vois, des moments très forts comme ça, où il y a une espèce de... On redonne un peu de oui, ça donne de la force, mais si tu veux, parce qu'elle a quand même été... il faut respecter l'interlocuteur, l'interlocutrice, mais je trouvais qu'il y avait une manière... Je ne savais pas ce qu'elle me voulait, à quoi elle voulait m'amener. Je trouvais qu'il y avait une manière de parler des gens qui sont concernés par tout ça, qui m'était désagréable. Alors, je crois qu'elle ne s'en rendait pas compte, c'est pas volontaire de sa part. Elle était... Oui, mais c'est son style. Les pugnasses, ça serait pour nous vendre une plaquette de beurre, ce serait pareil. Hein. Et alors, je sais qu'on t'attend là pour manger un bout, donc on va pas te prendre beaucoup de temps, mais c'est vrai que les gens t'ont attendu sur le Twitch. Je ne sais pas si tu as repéré des questions. C'est même pas des questions, tout le monde a dit super prestation. Ah oui, ça a bien plu. Ma fille et ma compagne sont convaincues. Et de plus. Voilà, c'est ça. Mais tu sais que tu as pu traiter d'énormément de sujets. On se disait que même tu as pu parler de questions internationales et de défense. D'ailleurs, c'est quand même une émission, ça a duré très longtemps, 2h40, c'est très long. Et on mesure c'est une épreuve physique. Hein, mais 2h40... Qui est aggravé par le fait qu'il y a toujours un problème d'espace. Distance. Il est loin de moi, donc je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de parler fort. Et après, je me dis... Je donne tout le temps l'impression d'être exalté. C'est pas que je suis exalté, c'est que je parle fort. Ah donc, bon, c'est ça. Ah oui. Non, puis il y a eu le moment le plus rigolo, c'est le gars qui croit qu'il va me clouer le bec et qui me fournit l'argument. Il dit oui, mais alors, les gens qui vont faire appel à ces services, il va falloir qu'ils payent plus cher. Je dis, vous avez tout compris. Quoi. Donc, alors, on t'a dit qui était, finalement, c'est Manu qui a trouvé ça avec des gens qui était le chef d'entreprise. Parce que cette fois-ci aussi, il te fallait un chef d'entreprise un peu particulier. Alors, il n'a pas la petite entreprise, hein, c'est pas ça son sujet. Son sujet, c'est un candidat au départemental. Il a été candidat au départemental pour la droite. C'est un chef d'entreprise qui est parti aux États-Unis parce qu'il trouvait que le droit, la législation française n'était pas assez satisfaisante pour... bon, bref, c'est quelqu'un qui n'en a jamais assez et qui en veut toujours plus, quoi. Et donc, voilà pour la petite histoire. Sur quoi on peut terminer, Maxime, si tu m'aides avec une ou deux remarques, une ou deux questions pour que Jean-Luc, avant de nous... Non, juste pour dire qu'on a doublé le nombre de spectateurs en quelques secondes avec l'arrivée de l'invité mystère. Ah, bah voilà, l'invité mystère. Ouais. Il faut quand même... Il y a une phrase que tu as prononcée quand même qui va rester dans les annales. Moi, j'ai envie d'en faire une pancarte. La cancel culture a commencé en 1789. Elle est pas mal. Alors, oui, parce que, attends, c'est dans la voiture, en allant à la manif des métallos, que je me fais réexpliquer ce que c'est que la cancel culture. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire puis j'aime bien me moquer d'eux, parce qu'ils croient qu'ils ont révélé je ne sais quel complot, l'intersectionnalité. Ils ne comprennent rien, ils sont ignorants. Et alors, pour être honnête, dans la voiture, c'est quelqu'un qui a trouvé un exemple. Et donc, on a bien ri. Et on a trouvé comme ça plusieurs idées de la cancel culture. C'est très drôle. Et j'en ai ressorti quand même une ou deux, les statues de Saddam Hussein et tout ça. Et de Lénine.
Oui. Et ben, moi, j'aimais bien le côté. Moi, si je n'étais pas président de la République, j'irais faire partie du collectif qui veut faire tomber la statue de Louis XVI, parce que bon, quand même, le traître à la patrie. Alors dire ça à Pauline de Malherbe. C'est pas mal. Oui, Voilà. oui. Bah, oui. Du coup, je trouve ça pas mal. Bon, bah écoute, on a eu une discussion ici sur ce plateau sur à combien est-on riche. J'ai démarré avec la question choc. Je dis Jean-Luc n'a pas répondu. Non, c'est vrai. Parce que je en voulais fait, pas c'est pas qu'on un dise chiffre. 4 000 euros, c'est riche. Parce que si tu veux, c'est dérisoire. Quand on connaît les fortunes qui sont accumulées en haut de l'échelle, 4 000 euros, c'est je sais pas quoi, c'est même pas l'argent de poche de la journée pour certains. Alors, on a eu une vraie discussion sur le sujet et les gens sur Twitch ont participé. Et c'est vrai que personne n'arrive vraiment à définir un niveau. Moi, j'avais parlé du salaire du bonheur, là, d'une étude anglaise qui le fixait à 3 700 euros. On a parlé de l'accumulation, la question de l'accumulation. Et il y a un point sur lequel les gens ont pas mal réagi, c'est pouvoir épargner. C'est-à-dire avoir assez pour bien vivre et en plus pouvoir mettre épargner. de côté, ouais. Voilà. Et parce que mettre de côté, c'est s'assurer pour des projets, pour des choses comme ça. Oui. Donc c'est vrai que tout le monde est à peu près d'accord pour dire on ne définit pas par un niveau de salaire, par un chiffre. Donc c'est pas les 4 000 euros de François Hollande, par exemple, mais c'est ce qui permet quand même de vivre bien et de pouvoir épargner un petit peu. Ouais, mais pour définir ce qu'est un riche, non, là, les amis, vous n'y êtes pas. Un riche, c'est quelqu'un qui, à lui tout seul, possède autant qu'un petit pays. Qui a la possibilité c'est des sommes, vous vous rendez pas compte, c'est par milliards. D'influencer le destin de ce pays, de décider par exemple de la politique de ce pays à travers l'achat de médias. Regarde un type comme Bolloré qui achète 400 journaux. Voilà. Ça, c'est être riche, c'est-à-dire c'est au point que tout est à portée d'achat, ou à peu près tout. Qu'on peut, Et que, bon, bref. Bon, bah écoutez, moi maintenant je vais aller manger des pâtes. Pour me remettre d'aplomb, j'en ai pour 2 ou 3 heures à faire descendre l'adrénaline. Donc, il faut juste finalement remercier. En fait, c'est pas quand tu es arrivé, tout le monde est arrivé sur le stream. C'est, tu sais, il y a des gens qui peuvent raid la chaîne. C'est-à-dire, ils envoient tous leurs spectateurs d'un coup sur la chaîne. Et en fait, c'est des gens qui ont fait ça. C'est donc Dany et Raz qui nous ont envoyé plein de spectateurs. Merci. Merci. À Dany et Raz. Merci. Bon app, Jean-Luc. Ah, enfin, quelqu'un qui m'a compris. Voilà. Tu vois, là, il y a un exemple. 800 euros par seconde, c'est immoral. Ben, elle a raison. Et du quinoa, et mollo, pas du quinoa tout le temps. Là, c'est l'heure des pâtes. Donc, cette campagne, on l'avait qualifiée. Les mots, c'était... On a vu... Toi, tu as dit enchantante, Manu Bompard. Ouais. Il y a eu quelqu'un si qui a dit... Existe. Enchantante, ouais. Enchantante, ouais. Salutaire, il y a eu indispensable, déterminé, commune, nécessaire. Alors ça, ce sont les bons élèves. Maintenant, il va y avoir les indisciplinés. Il doit y avoir d'autres expressions. Alors, vous la qualifierez de comment, la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Des pâtes. Ah, il y en a un qui me dit dans l'oreillette que lui, il a dit chaloupé. C'est Romain Spichala. Parce que Jean-Luc a bien dribblé. J'ai vu gagnante aussi. Comment? J'ai vu gagnante, Ah ouais, avec Cochrane. Ouais, non mais lui, il fait le En tout cas, on sent on est prêt. C'est-à-dire, il y a vraiment un sentiment. Je me demande qui d'autre est en capacité de faire 2h40 d'émission comme ça en étant prêt. C'est-à-dire, on peut se présenter avec un programme où on a des réponses à peu près sur tout. Je voudrais quand même peut-être qu'on annonce aux gens qui nous regardent que nous, on ne fuit pas les questions de financement du programme que nous défendons. Et si vous avez remarqué, à chaque fois, Jean-Luc, par exemple, sur l'ISF, on rétablit l'ISF, mais on l'augmente aussi de façon progressive, c'est-à-dire qu'il passerait de 3 milliards, ce qu'il rapportait avant sa suppression, à 8 milliards, c'est-à-dire c'est 5 milliards de plus, on compenserait, c'est-à-dire une des ressources possibles, c'est le rétablissement de l'ISF avec son augmentation progressive. 8 milliards de ressources. Mais sur la question du financement, Manuel, on a prévu un moment particulier sur le sujet. Je peux m'en aller. Bon appétit. Bon, je vous laisse. Merci. À bientôt. Excuse-moi. On a prévu un moment, je me remets un moment là, particulier dans la campagne, qui n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a des temps dans la campagne, il y a des moments, mais qui va consister justement à préciser. Ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, c'est un peu le travail de Clémence normalement, mais comme elle n'est pas là sur ce plateau, je vais prendre cette petite bannière. Ah non, mais c'est pas de sa faute. C'est que là, ce programme-là, il est sorti. Et on peut l'acheter en librairie. Et puis, il faut regarder aussi sur Action Populaire parce qu'il y a des insoumis partout
en France qui organise des points de distribution du programme sur le marché. Par exemple, le week-end dernier, il y avait près de 1000 points de vente partout pour essayer d'acheter le programme. Ce qui fait quand on en a... mais c'est pas le bon. On en a... Ça, c'est l'ancien, mais c'est pas grave. Ah, voilà, c'est celui-là, le nouveau. Et donc, on en a écoulé entre librairies et points de vente militants, on est à 22 000, je crois. Donc, c'est quand même un bon chiffre. Bref. Je vais aller jusqu'à ta question, parce que sinon... après le programme, il y a les plans et les livrets. C'est pour préciser les choses, c'est pour aller plus dans le concret, parce que dans le programme, il ne peut pas tout y avoir, parce que sinon, ça ne ferait pas... 400 pages. Voilà, ça ne ferait pas 159 pages, ça en ferait sans doute 1000. Donc, bon, c'est pour ça qu'il y a les livrets et les plans. Et puis après, parce qu'on est des gens sérieux, ben, on chiffre. Voilà. Et donc la dernière fois en 2017, on avait fait une émission chiffrage tout un dimanche après-midi. C'était un gros travail, mais je crois que ça avait été très apprécié. Oui. On refera la même chose. Voilà. Alors, je vais regarder cette caméra-là et je vais vous dire merci beaucoup. Merci à Daniel. Merci à vous, merci à ceux qui nous ont débrief. Merci à Maxime. Ouais, peut-être rappeler juste le replay est disponible juste après, donc allez le voir, allez voir l'émission si vous n'avez pas vu. Sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et rendez-vous le 5 décembre. Alors, on donne. Alors, attends, on a plusieurs choses. On fait la promo. La promo pour Adrien Quatennens, qui aujourd'hui sort son livre, son tout premier livre, Génération Mélenchon. Vous en faites peut-être partie. On a vu tout à l'heure qu'il y en a quelques-uns ici, et puis il y en a quelques-unes qui n'en font pas partie. Quelques-unes, j'ai dit au pluriel, toi et moi. Mais en tout cas, ce livre, Génération Mélenchon, Adrien, il raconte son parcours, il raconte sa relation à Jean-Luc, mais il parle aussi beaucoup de politique dedans et de ses convictions. Donc ce livre en vente en librairie à partir d'aujourd'hui, le programme L'Avenir en commun. Il y a le 5 décembre pour les franciliens, mais aussi tous ceux qui le souhaitent. Il y a des cartes. Alors, ouais, comment ça marche ça? Eh ben, vous allez sur Action Populaire ou sur mélenchon2022.fr. Il y a un petit bouton avec le meeting. Donc, le meeting, c'est à partir de 14h à l'espace Grande Arche, c'est à la Défense. Oui, il faut dire aux gens qu'il faut qu'ils viennent à 13h. Venez le plus tôt possible parce qu'il va y avoir du monde. Et comme souvent, quand il y a du monde, si vous n'arrivez pas suffisamment tôt, après, on est obligé de tasser. Donc, et on précise bien à tout le monde que pour les réunions politiques, pas besoin de passe sanitaire. Exactement. Donc tout le monde peut venir, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Masque, et puis par contre, on fait attention. Bien fait attention, voilà. Et donc, vous venez, si vous habitez en région parisienne, vous prenez... le métro, le RER, c'est pas difficile d'aller là-bas. Et puis si vous habitez plus loin et que vous voulez venir, il y a des bus qui sont mis en place et on peut les retrouver. On peut en retrouver la liste sur actionpopulaire.fr ou sur mélenchon2022.fr d'ailleurs. Et vous pouvez vous inscrire, les bus sont gratuits. Donc ça permet à tout le monde de venir. Bien, ça. Donc venez, ça va être un bon moment. Voilà, vous passez un dimanche insoumis, avec un beau discours de Jean-Luc Mélenchon, voilà les bus. Et la présentation du nouveau Parlement de campagne, le Parlement de l'Union populaire. On vous donne rendez-vous le 5 décembre. Entre-temps, il y aura d'autres rendez-vous parce qu'il y a plein de réunions publiques, il y a plein d'actions militantes sur le terrain. Nous, on aura aussi, je crois, on aura une émission populaire qui est un talk qui sera lancé le 2 décembre aussi, juste avant le 5, pour mobiliser un peu, commenter l'actualité, avoir des moments comme celui-ci où on se retrouve à parler de la campagne présidentielle et de ce qui se passe. Là, ce soir, c'est un moment très fort, 2h40 d'émission pour Jean-Luc Mélenchon, une très belle émission. Je pense que vous retrouverez, en plus du replay, plein d'extraits, plein de phrases très fortes. Dites-nous si le débrief, ça vous plaît, parce qu'on pourra reproduire le format. Donc, Et pas de passe sanitaire dans le meeting, je le redis parce que c'est marqué là, il y a des gens qui n'ont pas entendu. Pas de passe sanitaire pour accéder au meeting et pas de passe sanitaire non plus pour accéder au bus. Par contre, on fait attention, on a les masques et on a de quoi se laver les mains régulièrement pour qu'il n'y ait pas de problème. Je le redis parce qu'il y avait quelques questions. Tu as bien raison, parce que je sais que c'est une vraie question qui est souvent posée. On n'est pas sur une position, même si on pourrait subir des pressions, on n'est pas sur la position qui consisterait à discriminer. Une réunion politique, le droit de vote, toutes ces questions-là ne peuvent pas être soumises à des décisions qui ne sont pas forcément les plus efficaces en matière de lutte contre une épidémie. Voilà, c'est notre conviction, on l'a dite encore une fois ce soir. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu, on pourra le refaire si ça vous plaît, et à très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde.